Avez-vous déjà ressenti cette sensation subtile, presque un murmure de l'âme, qu'une partie de vous est profondément cachée, des désirs que vous n'osez pas toujours nommer, même dans le silence de vos pensées? Pensez à un lieu secret en vous, où résident des aspirations authentiques, souvent recouvertes de couches de peur. Bienvenue à Au-delà de l'inconscient. Aujourd'hui, notre voyage nous conduit à une question essentielle. Pourquoi réprimons-nous si souvent nos véritables désirs? Si vous aspirez à comprendre les forces internes qui nous poussent à ce détachement de nous-mêmes, et l'impact de cela sur notre vie, cette vidéo est une invitation. Préparez-vous à un profond voyage d'autoconnaissance. Pour commencer notre exploration, il est fondamental d'aborder la nature même du désir. Comme nous l'avons déjà évoqué ici dans Au-delà de l'inconscient. Pour la psychanalyse, notamment à partir de Freud, le désir est plus qu'une simple volonté. C'est une force pulsionnelle, une énergie vitale qui nous constitue et nous meut profondément, comme un courant souterrain qui configure le paysage de notre âme. C'est l'expression la plus pure de notre être à la recherche de quelque chose, à la recherche de sa réalisation. Mais que seraient alors les véritables désirs dans ce contexte si intime? Ce sont ces aspirations les plus authentiques, les plus singulières, qui jaillissent de notre noyau le plus profond, comme si elles étaient la mélodie unique de notre existence. Souvent, ils sont comme les graines originelles de notre âme, représentant ce qu'il y a de plus spontané et personnel en nous. Ils peuvent être des manifestations d'expériences de notre enfance, des expressions de notre créativité la plus pure, ou des aspirations profondes de connexion et d'expression. Ces désirs, parfois, ne s'inscrivent pas parfaitement dans les cadres sociaux ou dans l'image idéalisée que nous essayons, avec tant d'efforts, de maintenir devant le monde et nous-mêmes, parce qu'ils sont si crus, si authentiques, et, souvent, si éloignés de ce que nous attendons de nous ou que les autres attendent, ils résident fréquemment sur le vaste et mystérieux territoire de notre inconscient. Pour notre juge intérieur, cette partie de nous qui a appris à craindre le jugement, ils peuvent paraître impropres, égoïstes ou dangereux, et c'est pourquoi ils deviennent des candidats à être silencieux. Si ces désirs sont si authentiquement nôtres, portant l'essence de notre être, pourquoi finissent-ils cachés, enfermés dans ce coffre-fort intérieur? Pourquoi ne pouvons-nous pas les vivre pleinement? C'est ici que nous devons connaître un mécanisme de défense fondamental et ingénieux de notre esprit, décrit par Freud, la répression, ou refoulement. Ce n'est pas un simple oubli, comme ne pas se souvenir où nous avons laissé un objet. C'est un processus psychique actif, puissant, et, crucialement, majoritairement inconscient. Sa principale fonction est d'être une barrière protectrice, un rempart intérieur, maintenant à distance de la conscience les pensées, les souvenirs, les sentiments, ou, surtout, les désirs que notre moi, l'instance qui nous adapte à la réalité, perçoit comme dangereux, douloureux, honteux ou inacceptable pour notre équilibre. Imaginez un portier efficace et rigoureux à l'entrée de votre esprit conscient. Ce portier est la répression. Il a une liste invisible de ce qui peut ou non être admis dans la salle principale de la conscience. Si un désir évalué comme interdit ou menaçant tente de franchir cette frontière, il est bloqué et envoyé au sous-sol de l'inconscient. Le curieux, et parfois tragique, c'est que consciemment nous ne percevons même pas cette opération. Nous ne ressentons que l'effet. Le désir disparaît de la vue, mais pas de l'existence psychique. Ce mécanisme est essentiel à notre survie psychique, notamment dans l'enfance, en aidant à gérer les impulsions et les réalités accablantes pour un psychisme en formation. Cependant, il est important de rappeler que cette solution de cacher des désirs à nous-mêmes a aussi son prix. Un prix que nous payons souvent avec notre vitalité, notre spontanéité, notre joie de vivre, et notre capacité à nous sentir entiers, authentiques, et véritablement connectés à la vie. Mais qu'est-ce qui, exactement, déclenche ce puissant mécanisme de répression? Quelles sont les forces internes et les expériences qui nous conduisent à enfermer nos désirs les plus authentiques? La première grande force que nous devons étudier est notre gardien moral interne, cette instance que Freud a nommée surmoi. Il est, dans une large mesure, le principal architecte et le grand instigateur de la répression dans notre vie psychique. Imaginez le surmoi comme un juge, parfois implacable, qui réside en nous, évaluant constamment nos pensées, nos sentiments, et bien sûr, nos désirs les plus intimes. Il s'est formé à partir de l'intériorisation des voix de nos parents, de nos éducateurs, des normes de la société et de la culture dans lesquelles nous avons grandi. C'est lui qui détient le code de conduite interne, le manuel invisible de ce qui est considéré comme bon ou mauvais, acceptable ou inacceptable. Et lorsqu'un désir qui jaillit de notre ça, notre partie la plus instinctive et pulsionnelle, est considérée par ce surmoi comme sale, trop égoïste, dangereux ou honteux,
l'ordre de réprimer est rapidement déclenché, comme une alarme interne. Ainsi, des désirs qui peuvent être profondément humains, comme les désirs agressifs dans certaines situations, les pulsions sexuelles que nous avons appris à voir comme tabous, les aspirations à rompre avec les traditions, ou le désir de placer nos besoins en premier, peuvent être rapidement réduits au silence par ce surmoi vigilant. Souvent cela se produit avant même que nous ayons la chance de les comprendre. Une autre racine puissante de la répression, profondément entrelacée avec la formation du surmoi, réside dans la peur. Et non pas une peur quelconque, mais des peurs primordiales, qui prennent origine dans nos premières expériences. La peur de la punition, et, peut-être plus fondamentalement, la peur de la perte d'amour et de protection de ces figures qui, dans l'enfance, représentaient notre monde. Pensez à un jeune enfant. Lorsqu'il exprime certains désirs, curiosité, colère, autonomie, et que cette expression est reçue avec une critique sévère, un châtiment, ou avec ce regard de déception qui retire l'affection, l'enfant apprend rapidement. Il apprend, dans son corps et son âme, que certains désirs comportent le risque de douleur, de rejet ou de solitude. Freud a parlé du complexe de castration, non seulement au sens littéral, mais comme une crainte plus large, symbolique, d'une perte significative, d'une rétribution sévère pour des désirs transgresseurs, notamment ceux liés à l'intense drame du complexe d'Oedipe. Pour éviter cette catastrophe fantasmée, la perte de l'amour parental, l'enfant refoule ses désirs, intériorisant l'interdit. Le désir devient dangereux, parce que son expression menace le lien d'amour essentiel. Avec le juge intérieur et la peur de la perte d'amour, il y a une autre émotion dévastatrice qui commande souvent l'acte de réprimer. L'angoisse. La répression souvent fonctionne comme une tentative presque désespérée de notre moi, de nous protéger de niveaux d'anxiété, de culpabilité ou de douleur psychique, qui seraient, à ce moment-là, tout simplement insupportables à affronter consciemment. C'est, en essence, une manœuvre d'évasion d'une souffrance qui s'annonce comme imminente et dévastatrice. Imaginez un désir qui, s'il était pleinement reconnu par nous, nous placerait devant un conflit interne terrible. Cela peut être un désir qui contredit nos valeurs conscientes, ou qui nous forcerait à un choix impossible. Ou encore, un désir qui, s'il était réalisé, aurait des conséquences perçues comme désastreuses dans notre réalité. La simple possibilité d'affronter ce désir de face, avec toutes ses implications, peut générer une angoisse qui nous déborde. Dans ces cas, le moi, cherchant à préserver un minimum d'équilibre, peut choisir de refouler le désir problématique. C'est comme balayer la poussière sous le tapis. Le problème n'est pas résolu à sa racine, mais, au moins temporairement, il sort de notre champ de vision consciente, soulageant la tension. La répression, ici, agit comme une solution d'urgence, une façon d'éviter le débordement de l'angoisse, même si, à long terme, cette solution peut s'avérer assez coûteuse. Enfin, en explorant les raisons de la répression, nous ne pouvons pas manquer de mentionner l'impact des expériences traumatiques. Le traumatisme est un événement qui dépasse la capacité du psychisme à le traiter et à l'intégrer. Face à une douleur psychique si exécrable, la répression peut agir comme un mécanisme de défense extrême, mais vital. Des souvenirs, des sentiments terrifiants et même des désirs liés au traumatisme peuvent être massivement refoulés. C'est une tentative de protéger l'intégrité psychique, de permettre à la vie de continuer, même avec une partie de soi anesthésiée. Bien que cette répression puisse être cruciale pour la survie immédiate, le matériel traumatique refoulé continue d'exercer son influence souterraine, conduisant souvent à des répétitions douloureuses ou à une sensation d'être hanté par quelque chose qu'on ne nomme pas, jusqu'à ce qu'il puisse être élaboré. Que ce soit à cause d'un surmoi trop sévère, de peurs infantiles qui persistent encore, de notre tentative de fuir l'angoisse ou d'expériences traumatiques qui nous ont marqués, la répression éloigne certains désirs de notre conscience. Mais, et ici réside une des découvertes les plus fondamentales de Freud, ce qui est refoulé ne reste pas passivement endormi. L'inconscient ne se tait pas. Ce qui est banni de la conscience continue d'être chargé d'énergie psychique, comme une source d'eau bloquée. L'eau continue de couler, et cherchera d'autres sorties, peut-être inattendues, pour se manifester. Freud a appelé ce phénomène le retour du refoulé. Cela signifie que le matériel inconscient, notamment les désirs refoulés, est toujours à la recherche de moyens de contourner la barrière de la répression et d'émerger dans notre vie, même s'il le fait de manière déguisée, symbolique, ou, parfois, assez douloureuse. Mais comment ces désirs refoulés se manifestent-ils concrètement? Quels sont les signes, souvent subtils, que quelque chose d'important en nous essaye d'être entendu? Reconnaître ces manifestations est la première étape pour comprendre ce que notre inconscient tente de nous communiquer. Une des formes les plus classiques sont les symptômes névrotiques. Cette anxiété persistante sans cause claire, des peurs irrationnelles et paralysantes, phobies,
des pensées obsessionnelles qui ne nous laissent pas en paix, ou des comportements compulsifs que nous nous sentons obligés de répéter. Souvent, un symptôme est une formation de compromis, une tentative du psychisme de donner libre cours au désir refoulé, tout en le maintenant déguisé pour ne pas être reconnu par la conscience. Parfois le corps crie ce que la bouche tait. Des symptômes physiques sans cause organique apparente, maux de tête tensionnels, troubles digestifs chroniques, allergies cutanées qui apparaissent en période de stress, fatigue inexplicable, peuvent être le langage que le désir refoulé trouve pour s'exprimer, lorsque la voie psychique est trop bloquée. C'est ce que nous appelons la somatisation. Qui n'a jamais interverti un nom, oublié un mot, ou commis une petite erreur, qui semblait révéler une intention cachée? Freud a appelé cela des actes manqués, ou des lapsus. Ce sont de petites fissures dans l'armure de la répression, par où s'échappent des fragments de nos désirs ou de nos pensées inconscientes, nous surprenant souvent, mais étant toujours significatifs. Les rêves, pour Freud, sont la voie royale vers l'inconscient. Pendant le sommeil, la censure de la répression se relâche, et les désirs refoulés trouvent une scène pour se mettre en scène, même de manière symbolique, et souvent apparemment illogique. Apprendre à regarder nos rêves avec curiosité peut nous donner des indices précieux. Une autre manifestation subtile est cette sensation persistante de vide intérieur, un ennui chronique, une insatisfaction diffuse avec la vie, même lorsque, apparemment, tout va bien. C'est comme si une partie essentielle de nous était absente, anesthésiée. Ce vide peut être le reflet de l'absence de nos désirs les plus vrais, qui, étant refoulés, ne parviennent pas à nous impulser et à donner couleur et sens à notre existence. Vous êtes-vous déjà vu répéter les mêmes erreurs dans les relations, ou saboter vos chances de succès? Ces schémas d'auto-sabotage, et de répétition de choix générant de la souffrance, peuvent être une manière complexe, par laquelle le refoulé se manifeste. C'est comme si, inconsciemment, nous mettions en scène des conflits non résolus, ou nous punissions pour des désirs considérés comme coupables. Enfin, la répression des désirs, notamment ceux liés à notre histoire affective et sexuelle, peut se manifester par des difficultés d'intimité et dans la capacité à ressentir du plaisir. Anédonie. Des blocages dans la sexualité, la peur de s'engager dans une relation, peuvent être des signes que des désirs importants ont été congelés. Reconnaître tous ces signes du refoulé dans notre vie peut être déconcertant voire douloureux. C'est comme découvrir une pièce secrète dans notre propre maison mentale. Mais cette découverte est aussi un appel à regarder plus profondément, au-delà de ce que nous savons consciemment sur nous. Si le refoulé insiste pour revenir, comment pouvons-nous nous en approcher de manière transformatrice, et non seulement souffrante? Ce voyage intérieur, cependant, a ses défis. Accéder à ce qui a été refoulé est ardu, car la répression vise justement à occulter. Il faut du courage pour affronter ce qui a été caché, et de la compassion pour nos désirs qui ont un jour dû être réduits au silence pour notre protection. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin possible. Une première étape fondamentale dans ce chemin du retour vers soi est de cultiver l'art délicat de l'auto-observation attentive, et de l'écoute véritablement sensible. Cela signifie apprendre à prêter une attention véritable à ces signes que nous avons mentionnés. Symptômes, rêves, actes manqués, répétitions, non pas comme de simples erreurs ou problèmes à éliminer, mais comme des messages précieux de notre inconscient. Il s'agit de développer, progressivement, une attitude de curiosité véritable et d'accueil envers nos propres émotions, pensées et fantasmes, même ceux qui nous semblent les plus étranges ou inacceptables. Au lieu de les juger immédiatement, nous pouvons nous demander « Que veut-ce vraiment me dire? D'où vient cette sensation? Quelle partie de moi essaye de s'exprimer ici ?» Cette écoute interne, dépouillée de la hâte du jugement, est capable d'ouvrir des espaces internes auparavant inimaginables. Souvent, cependant, cette auto-observation, aussi importante soit-elle, rencontre ses propres limites. Il est extraordinairement difficile d'être nos propres archéologues psychiques à temps plein, notamment avec des défenses si enracinées, sans les outils appropriés ou un guide expérimenté. C'est ici que la psychanalyse, comme méthode d'investigation de l'inconscient et comme pratique thérapeutique, offre un chemin et un espace singulier, sûr et protégé, pour que le refoulé puisse, progressivement, émerger et, surtout, être dit, être nommé. Dans le cadre analytique, à travers la technique fondamentale de la libre association, où nous sommes invités à dire ce qui nous vient à l'esprit, aussi illogique ou apparemment sans importance que cela puisse paraître, moins, de l'interprétation minutieuse des rêves, des lapsus, et de l'analyse de la relation qui s'établit avec l'analyste, le transfert, il est possible, petit à petit, de révéler les voiles qui masquent nos désirs refoulés, nos peurs archaïques et les conflits qui nous paralysent. C'est un travail artisanal de décryptage patient.
il est crucial de comprendre que le but de l'analyse n'est pas une libération chaotique de tous les désirs, mais plutôt l'élaboration, comprendre l'origine, le sens et la fonction de ces désirs dans notre histoire. À partir de là, nous pouvons les intégrer de manière plus consciente à notre personnalité, trouver des moyens plus sains de les gérer, ou même supporter la douleur de l'impossibilité de leur réalisation, sans que cela nous empêche de vivre pleinement. Nous avons parcouru un voyage profond aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous avons exploré ensemble les labyrinthes de notre esprit pour essayer de comprendre pourquoi, tant de fois, nous finissons par refouler nos désirs les plus vrais, ceux qui portent notre essence. Nous avons vu que la peur de la punition ou de la perte d'amour, la voix sévère de notre conscience morale intériorisée, la tentative de fuir l'angoisse et les marques d'expériences traumatiques, peuvent nous conduire à cacher des parties vitales de nous-mêmes. Mais nous avons aussi découvert avec Freud, que ces désirs ne disparaissent pas. Ils insistent pour se manifester, de manière déguisée, demandant à être écoutés. Reconnaître, et, surtout, accueillir ces désirs, aussi difficile que ce processus puisse paraître parfois, est un acte de profond courage et un chemin lumineux vers une vie plus riche de sens, avec plus d'authenticité et un sentiment accru d'intégrité. Il ne s'agit pas d'une tâche facile, ni rapide, mais chaque petit pas que nous faisons vers nous-mêmes, à l'écoute de notre monde intérieur, est une redécouverte de notre immense puissance vitale. L'écoute interne sensible et curieuse est, sans aucun doute, la clé de cette transformation. Et vous, tout au long de cette conversation ici dans « Au-delà de l'inconscient », quels sentiments ou pensées cette exploration sur le désir et la culpabilité a-t-elle éveillé dans vos expériences? Avez-vous pu identifier des reflets de cette répression dans votre propre vie? Ou peut-être reconnaître des désirs qui, silencieusement, demandent passage et attention? Partagez vos impressions, vos doutes et vos expériences ici dans les commentaires. Votre partage est très précieux et enrichit immensément notre communauté de recherche et d'apprentissage. Si ce contenu vous a touché, aimez, abonnez-vous et partagez avec ceux qui ont besoin d'entendre cela. À notre prochaine rencontre, dans un nouveau voyage au-delà de l'inconscient.